L'actualité dans le monde fait de nous chevaliers de la plume, esclaves de fait et des événements qui prennent corps dans la société humaine. Au nom de l'actualité, nous sommes ici dans ce bureau où nous sommes reçus par un compatriote. Il s'appelle Cédric Moudiantou. C'est un habitué de notre espace, surtout de Kinshasa. Proximité télévision, c'est un acteur politique. Il est cadre du parti AVC, Autre Vision du Congo, qui a pour autorité morale Maître Didier Boudimbu, vous le connaissez, c'est l'actuel ministre des Sports ici en RDC. Avec Cédric Moudiantou, nous allons parler de ce qui est vraiment d'actualité. Vous savez, les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo fait parler tous les salons, tous les quartiers généraux, mais aussi tous les grands corps de la RDC et du monde. Dernièrement, le chef de l'État s'est exprimé quant à ce. Le ministre de la Défense, lui aussi. Les Congolais restent dans la soif d'écouter la promesse ou la déclaration purement et simplement de la guerre contre le Rwanda. Ce qui rencontrerait ce que disait lui-même le président de la République, que même à partir de Goma, on peut anéantir le Rwanda ou Kigali. Nous allons parler encore de la démarche qui est en train d'être entreprise par les prêtres, les hommes d'église, qui ont proposé au chef de l'État un schéma de dialogue. Il faut d'abord faire la pharmacie dans la maison avant, bien entendu, de prétendre mieux arranger avec les forces négatives ou les autres nations qui traînent encore pour comprendre la nécessité des relations équilibrées, bilatérales ou multilatérales, avec la République démocratique du Congo. Alors, Cédric Moudiantou va répondre à nos questions. C'est pourquoi nous le recevons déjà. Bonjour à vous et bienvenue, Cédric Moudiantou. Bonjour et merci, cher Benz, surtout pour ta visite surprise. Nous ne sommes pas vus depuis le début de l'année. Je profite de cette occasion pour te présenter mes vœux les meilleurs. Je sais que ce qui t'amène ici, c'est l'amour du pays. Et donc, c'est autour de ça qu'on va discuter. Merci. Dans mon introduction, j'ai dit qu'on allait parler de l'Est du pays, mais depuis un temps, il a été déclaré par Christian Bossembe, ce qui a été soutenu par le ministre des Informations et Médias, Patrick Mouyaya, que tout celui qui déclarerait que Goma est tombé devrait être sujet à des poursuites judiciaires. Comment avez-vous jugé cette prise de position qui a d'une certaine manière gêné ceux qui aiment parler de leur pays, surtout de l'Est? C'était du devoir du CESAC, évidemment, de prendre telle mesure. Nous l'avons même, je me souviens, à travers le secrétaire général de notre parti, Maître Magloire Kassongo, a suggéré, pour la simple raison qu'il va falloir rappeler aux Congolais que la guerre, c'est surtout aussi la communication. En temps de guerre, il y a une communication à adopter. Déjà que nous sommes en face d'un ennemi, franchement, qui est en train de se révéler très fort en armée numérique. Donc, par moment, il nous arrive de relayer les informations de l'ennemi sans le savoir. Et lorsqu'on relaie les informations de l'ennemi, ça peut avoir plusieurs conséquences, notamment perturber, par exemple, l'ordre des troupes au champ, mais également essayer de partager des messages qui démobilisent. Donc, voilà pourquoi il ne reste qu'à l'armée, puisque l'armée a aussi un département de communication. Il y a un porte-parole de l'armée. Ce n'est ni à la population ni aux acteurs politiques de donner les positions de l'armée, de la guerre, des positions des ennemis, ou même encore des avancées. Franchement, c'est des communications à prohiber en temps de guerre. Voilà pourquoi il était de la responsabilité aussi bien du CESAC que de bien d'autres organes qui sont appelés à encadrer la communication, d'élever cette mesure qui est tout à fait rationnelle que nous saluons. Cela s'est fait suivre par la fermeture, si je peux dire, de X, autrefois Twitter, mais aussi de TikTok, jusqu'à ce que Bintou Keïta dise un mot dessus avant que l'on voie que ceci revienne opérationnel. On a comme l'impression que les autres ont plus les soucis des Congolais que les Congolais eux-mêmes. Non, comment ça? Les Congolais ont le souci d'eux-mêmes, sauf que même la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, je pense que la mesure du CESAC, c'est d'abord, dans le cadre aussi, de sensibiliser la population de la gravité et la sensibilité de cette question. Il n'est pas question d'aimer le Congo à la place des Congolais. Les Congolais aiment beaucoup leur pays. Ils sont attachés à celui-ci. Mais sauf qu'il y a un problème d'information, il y a un problème de sensibilisation. Ça devait passer par vous, journalistes, nous, acteurs politiques, les pasteurs également, même aussi, pourquoi pas, la société civile. Donc, le tout devant être encadré par les structures formelles, ce qui a été fait.
Donc je pense que voilà, c'est comme ça qu'il fallait appréhender ça. Bien. Il y a peu, nous avons tous vu les hommes d'église, les hommes des dieux, ont rencontré le président de la République pour lui soumettre la proposition de rencontrer tour à tour certains leaders politiques pour envisager un dialogue. Vous savez, nous sommes africains, l'arbre à palabre, c'est notre culture. Ceci a bénéficié de l'accord du chef de l'État. Comment jugez-vous cette démarche des hommes d'église? Écoutez, ces fameux arbres à palabre a toujours, en tant qu'Africain, puisque c'est une culture, pour mission de résoudre des problèmes dans la société. Et la sagesse africaine voudrait que nous puissions éviter la violence et que nous nous mettions autour de cet arbre à palabre avec un préalable, bien entendu, de définir la problématique autour de laquelle nous devons discuter. Il se pose un problème d'ambiguïté dans la démarche de l'Église. Et nous saluons le fait d'abord de cette volonté de cette Église, des évêques, de vouloir à leur manière apporter la contribution par rapport à cette crise qui, d'après eux, passerait par un dialogue. Mais il faudrait bien sûr que nous commencions d'abord par clarifier une chose que vous avez dite, qui est une erreur. Vous avez dit que ça a obtenu la bénédiction du chef de l'État. D'abord, premièrement, il y avait une première confusion qu'il faut tout de suite élaguer. Le chef de l'État n'a jamais pris une initiative donnant aux évêques de pouvoir organiser un certain dialogue. C'est faux. Et puis, deuxièmement, c'est très hasardeux de dire que ça bénéficiait de la bénédiction du chef d'État. L'effet par le chef de l'État de recevoir les évêques ne veut absolument pas dire qu'il a adoubé la démarche proposée par les évêques. En plus de ça, nous sommes tous sans ignorer que la crise dont est question aujourd'hui, c'est une crise sécuritaire. Cher ami, j'ai des problèmes avec toi, tu as ma dette, je ne veux pas aller discuter avec quelqu'un autour d'un sujet, je ne sais pas, de votre famille. On résout les problèmes par rapport au soubassement. La guérison d'un patient dépend du bon diagnostic qui est posé. La question est sécuritaire, c'est celle-là la crise. Si on doit se mettre autour d'une table, ça doit être avec l'agresseur. Est-ce que Martin Fayulu est un agresseur par rapport à cette crise sécuritaire? Non. Joseph Kabila, que nous connaissons être derrière le M23 à travers l'AFC, il ne le reconnaît pas. Qu'est-ce qui fera que nous soyons avec le tour d'une table? La Senko est dans une démarche de résoudre une crise politique qui n'en est aucune. Alors que la crise est sécuritaire, on nous appelle autour d'une table pour parler de la question politique. Je me dis, étant donné qu'il y a un problème déjà, il y a une sorte d'ambiguïté dans la démarche de la Senko, donc c'est un dialogue qui n'en a venu. Voilà pourquoi nous rejetons, nous considérons même que c'est un dialogue qui risque d'être vu comme un piège. Le piège, pourquoi? Parce que, imaginez que l'on prenne Corneille Nangaa comme un Congolais. Déjà que le M23 ne sont pas Congolais, donc on ne peut pas aujourd'hui se lancer dans une démarche de la recherche de la cohésion nationale. Lorsqu'on parle de la cohésion nationale, ça veut dire que c'est avec les nationaux. Les M23, ce ne sont pas des nationaux, c'est le Rwanda. On ne peut pas négocier avec eux. Bon, prenons Corneille Nangaa comme un Congolais, nous les mettons. Or, Corneille Nangaa sans le Rwanda, sans le M23, il ne représente rien. Ça veut dire dans l'entendement de son attachement au Rwanda et au M23, dès que nous l'associons au dialogue, la première condition, le premier préalable qu'il va poser, qui sous-tendrait, d'après lui, l'inclusivité, serait la présence, il exigerait la présence du M23. Ce qui fait que nous serons en train de résoudre, de trouver une solution à cette soi-disant crise de cohésion nationale, parce que on est en train de vouloir rompre le pacte républicain aujourd'hui qui est porté par notre Constitution. Nous avons des institutions qui émanent de la volonté populaire conformément à la Constitution. Et s'il faudrait que nous bafouons cela alors que nous sommes en train de consolider notre démocratie, on ne peut pas l'accepter au profit de l'instauration d'un État dialogue. On ne va pas instituer les dialogues dans ce pays comme un mode de gestion. Nous l'avons eu en 2017 parce qu'il y avait une crise politique. Nous n'avons pas de crise politique aujourd'hui. Il faudrait que nous rentrions dans les schémas proposés par la SADC, qui est notamment le processus de Luanda. C'est ça la solution idoine. Bien. Partant toujours de cette démarche de prêtre, nous avons appris qu'ils ont même demandé l'avis du président honoraire, Joseph Kabila, quant à ce dialogue. Kabila ne s'est pas exprimé directement, mais sa famille politique a dit un mot. Nous avons suivi Maître Ferdinand Kambere, qui est secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui disait, je cite, « Nous n'avons pas besoin du dialogue. Le seul besoin du PPRD et des Congolais aujourd'hui, c'est de recevoir la démission
du président Félix Tshisekedi, car visiblement, celui-ci n'a pas pu gérer et les questions liées au social, à l'administration du pays, mais encore la question sécuritaire. Pour nous, de l'opposition, il n'y a pas de voie. C'est la démission de Félix. S'il aime encore le pays, il doit pouvoir démissionner et permettre à ce que les Congolais s'organisent rapidement. Nous l'avions toujours dit, il ne sera pas le premier. Hein? Il ne sera pas le premier. En France, on a connu le cas de René Coty lorsqu'il a trouvé que la crise s'installait et que tous les gouvernements qui mettaient en place, c'était des gouvernements infirmières qui n'avaient pas de solution à une crise et à la situation de la guerre de l'Algérie pour eux là-bas. Il a demandé à ce que De Gaulle revienne et qu'on voit comment mettre en place un gouvernement de transition pour très rapidement passer à la 4e République pour renforcer les institutions. Aujourd'hui, ni le gouvernement, ni le Parlement, ni l'institution présidence n'offrent aucune possibilité, aucune voie en perspective pour dire que très rapidement nous pouvons reprendre Goma, très rapidement nous pouvons empêcher que ces gens prennent Bukavu. Aucune perspective. Alors que depuis Bunagana, on a donné des solutions pour que ils nous disent comment il a pu inviter les M23 de nouveau alors qu'ils étaient défaits. Tout ce qu'ils ont développé dans les médias, tout le monde le sait. Les discours de l'IDPS, tout le monde le sait. C'est toujours trouver des boucs émissaires. Ils se rabattaient sur l'accord de 2009 alors qu'ils savent bien qu'il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba où le Rwanda est interdit à soutenir un groupe quelconque armé à l'Est, où l'Ouganda est interdit à soutenir un groupe. Mais ça n'a pas empêché Félix à permettre au Rwanda de ramener ses troupes ici. Le fils de Museveni, il dit tous les jours qui est lui le chef d'état-major ou celui qui commande l'armée en Ouganda là-bas. Il ne manque jamais d'occasion pour rappeler qu'ils sont au Congo et ils ne permettront pas que quelqu'un s'attaque au M23. Est-ce que Kinshasa ne suit pas ça? Et nous, Kinshasa veut nous imposer, veut imposer au peuple congolais de se retrouver devant un fait accompli où finalement les villes et les chefs-lieux de province vont tomber les uns après les autres et commencer à dire moi je n'étais que victime, alors qu'ils sont en train d'exécuter un plan où c'est finalement le Rwanda et l'Ouganda qui sont en train de balkaniser notre pays. Pour Ferdinand Kambere, Félix Tshisekedi doit démissionner. Qu'en dites-vous? D'un premier côté, c'est ce que j'ai considéré être la confusion qui est en train de s'aimer la Cinco, jusqu'à aller tendre les micros à Ferdinand Kambere pour qu'il parle au nom de Joseph Kabila, alors qu'elle n'a pas réussi, puisqu'on parle de la Cinco, cette mission, c'est une confusion. Deuxièmement, Ferdinand Kambere parlait de cette manière-là depuis quand lui peut se permettre au nom de Joseph Kabila ou même encore de leur ancien pouvoir de parler du peuple qu'ils ont maltraité, peuple qu'ils ont méprisé. Ce peuple est resté dans l'ignominie plus de 18 ans. 18 de Joseph Kabila et 4 de son soi-disant papa. Et bien là, aujourd'hui, on a le toupet de prendre la parole et parler au nom du peuple congolais. Ferdinand Kambere, vraiment, il s'est rendu compte de la gravité de ce qu'il est en train de dire. Nous savons que lorsque Corneille Nangaa parle, il parle au nom de Joseph Kabila puisque c'est lui derrière. Ils sont en train de penser, de croire qu'ils peuvent réitérer leur mésaventure de 1997 avec M. Laurent Désiré Kabila. Mais ils se trompent encore que ils sont en train de s'appuyer à une disposition constitutionnelle, notamment l'article 64 alinéa 1er, M. Nangaa. Une telle ignorance, je ne l'attendais pas de vous. Parce que lorsque la Constitution vous parle de l'article 64, qui consacre le pouvoir de faire échec à la prise du pouvoir, excusez la tautologie, par la force, mais on ne vous a pas demandé de prendre les armes. C'est prohibé par la même disposition dans son alinéa 2. Il faut bien lire la loi. Alors je voulais ici dire à M. Ferdinand Kambere, non seulement qu'il se trompe des époques, on n'est plus en 1997 où M. Laurent Désiré Kabila, heureusement pour lui, il avait eu l'adhésion populaire par le fait du désaveu du peuple zaïrois à l'époque au pouvoir de Mobutu. Nous avons un pouvoir aujourd'hui qui émane du peuple. Le peuple congolais, même si on reprenait les élections aujourd'hui, il va encore réitérer sa confiance. Cette fois-là, ça sera à plus de 70%. Donc, vous n'avez rien à apprendre. Surtout, parlons de la gouvernance, du social, des valeurs démocratiques. Vous devez être vous-même, par motif de conscience, vous mettre à l'écart. Attendre la démission du chef de l'État, vous avez le droit de le dire parce qu'on ne peut jamais gérer vos songes. Vous êtes responsable de vos rêves. Mais je pense que vous ferez bien de vous réveiller. Il fait déjà jour.
l'avion Congo est en train de décoller. Les Congolais vous ont pardonné par rapport à tout ce que vous leur avez fait. Et donc, nous sommes en train d'attendre voir le jour glorieux avec Félix Tshisekedi. La guerre que vous êtes en train d'envisager, nous la ferons. Elle sera longue et populaire. Et vous qui êtes derrière ça, puisque nous savons désormais vous identifier, vous en payerez le prix. Cédric Moudiantou, on parle de la déclaration de la guerre maintenant. Depuis peu, je pense qu'à à son dernier passage sur un média frère, je cite Top Congo, le chef de l'État parlait de la moindre escarmouche. Il disait, si j'apprends qu'un seul Congolais, pas deux, il a insisté, un seul, trouvait la mort à cause de barbarie entretenue par Corneille Nangaa et ses troupes, il inviterait les deux chambres de parlement en congrès et demanderait la permission de déclarer la guerre. Le gouverneur du Nord Kivu vient de trépasser, c'est quand même un grand événement. La province du Nord Kivu, certains disent qu'on ne peut pas parler de Goma comme c'est le chef-lieu, c'est toute la province qui est paralysée, handicapée aujourd'hui, je peux dire d'une certaine manière, bénéficie d'une administration qui n'est plus congolaise. Qu'est-ce qu'il reste comme événement pour qu'enfin Félix Tshisekedi puisse déclarer la guerre contre le Rwanda? Je corrige rapidement ce que vous venez de dire. L'administration nord-kivusienne et congolaise. Ce que fait ces aventuriers-là, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un non-événement. Donc on n'a même pas une attention à accorder à ça. Donc il faut déjà effacer ça. L'administration reste congolaise, le pouvoir, l'ordre public est le même. Nonobstant les désordres créés par ces voyous qui finalement seront pris très facilement. Lorsque le chef de l'État a dit à la moindre escarmouche, il n'a même pas changé de position puisque, nonobstant les tentatives de proposition, des dialogues d'une part de l'EAC qui est en train de se déguiser, Senko, le chef de l'État ne va pas du tout fléchir face à toutes ces aventures-là. Il est resté, il n'a pas fermé la porte à la diplomatie, c'est vrai. Nous sommes déterminés à faire la guerre puisque les capacités, nous en avons. Nous avons une armée forte, nous avons une population mobilisée et une population qui continue effectivement à souscrire à la vision de la guerre puisque nous en avons marre. Nous savons que notre paix, nous ne devons jamais l'obtenir par une négociation, un dialogue. Nous allons la mériter à travers notre force. Déjà que l'histoire de notre pays, nous l'avons écrit à l'encre de notre sang et de nos larmes. Nous n'aurons jamais assez de nous sacrifier une fois de plus pour avoir notre paix puisque nous sommes chez nous. Voilà pourquoi le chef de l'État accorde tout de même la possibilité au Rwanda de comprendre que le peuple congolais est déterminé. Si jamais il y a une résistance, le peuple va tirer toutes les conséquences par rapport à cette résistance. Donc, oubliez le fait que le chef de l'État ait semblé devenir large par rapport à son engagement de faire la guerre s'il le faut, oui. Nous allons faire la guerre s'il le faut, mais nous sommes membres des Nations Unies. Lorsqu'il y a des appels qui fusent partout, notamment du Conseil de sécurité, donnons la chance à une résolution à travers les négociations. Et les négociations, nous parlons du processus de Luanda. Oui, nous allons sur ces schémas-là sans fermer la porte à l'autre schéma qui est militaire. Donc, si jamais le président rwandais continuait à s'entêter, cher ami, il faut nous faire confiance, il faut me faire confiance, il faut faire confiance au chef de l'État, mais faire confiance ici en tant que représentant de la vision du chef de l'État par le fait d'avoir souscrit à cela comme communicateur et acteur politique. Je suis de l'AVC, j'en suis très fier. Ici, je voulais vous dire et garantir à l'opinion, nous allons en guerre, nous irons en guerre et ça sera une guerre que le Rwanda n'ose se l'imaginer parce que, nous sommes chez nous, nous sommes largement plus nombreux que eux. Le Congo sera le plus grand cimetière de Rwandais si jamais le président rwandais continue à s'entêter. Très bien, Cédric Moudiantou, on poursuit, même si nous allons tout droit vers la fin. Allons à Tanzanie, où l'EAC et la SADC se sont réunis autour du problème qui ronge la sécurité de notre pays, la RDC. Apparemment, la RDC n'a toujours pas un accompagnateur sûr et sérieux pour retrouver sa paix tant recherchée. Parce que même ces résolutions, il en sort que le gouvernement doit ipso facto dialoguer avec celui ou ceux qui lui font la guerre ou ceux avec qui il est en conflit immédiatement. Comment jugez-vous cher Benz, tout le monde le sait, même les petits-enfants. Et c'est ce qu'il faut leur dire.
le Congo est au centre de toutes les convoitises du monde. La crise aujourd'hui à l'Est, le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Il y a une dualité dans cette guerre parce que d'un côté, il y a les intérêts économiques exprimés par les puissances internationales, de l'autre, il y a les velléités expansionnistes du Rwanda sur le sol congolais. Donc si on trouve le Rwanda comme un bon client, c'est par rapport à la jalousie et à ces velléités qu'il entretient, qui fait les lits des intérêts occidentaux. Mais ici, je voulais vous dire, toutes ces résolutions-là sont dictées de quelque part. Or, nous n'allons pas vivre la dictée internationale par rapport à ce que nous devons être comme peuple. Voilà pourquoi je voulais ici vous dire, les vrais amis du Congo, c'est maintenant que nous allons le découvrir. Encore que vous parlez d'accompagnateurs, vous voulez que qui nous accompagne alors que nous sommes un pays indépendant? Nous sommes un pays souverain. Le Congo a besoin de l'accompagnement de ses propres fils. Le Congo a besoin de l'accompagnement de son propre peuple. Nous sommes un peuple vaillant. Nous avons fait preuve de cela. Nous avons bouté hors d'état des murs. Le Rwanda connaît l'histoire de la guerre de 1998 ici à Kinshasa. Je vous assure que le vrai accompagnateur du Congo, c'est le Congo. Nous avons des institutions légitimes, ça veut dire portées par la population. Ça nous suffit évidemment pour les défendre. Mais également, en cette période précieuse, nous sommes aussi avec nos amis, le partenaire. Nous avons la SADC qui est en train de nous accompagner, mais je vous assure que l'accompagnement des autres est supplémentaire. Le vrai accompagnement du Congo pour son destin, c'est son peuple. Voilà pourquoi je voulais ici vous dire, oui c'est vrai, la voie diplomatique, nous allons continuer, mais la souveraineté, nous l'obtiendrons et nous la sauvegarderons en imposant l'autorité de l'État. Le chef de l'État n'a pas exclu ces schémas-là. Les résolutions hypocrites, les appels hypocrites de la communauté internationale, nous avons compris les jeux. Nous savons c'est quoi les jeux. Nous savons qu'il s'agit plutôt d'une guerre économique. Ce sont les intérêts, c'est nos minéraux qui les intéressent. Mais ce qui nous intéresse, nous, encore que nous avons l'accompagnement de la nature. La nature nous reconnaît en pouvoir sur ces sols. Écoutez, nous avons été circoncis dans ce sol. Ces sols, nous communions avec lui. Nous lui parlons et il nous écoute. Ils sont chez nous. C'est une invasion, ce que nous subissons. Nous devons juste nous lever, nous devons, comme un seul homme, nous dresser derrière nos forces armées, derrière le Wazalendo, derrière le garant du bon fonctionnement des institutions, le commandant suprême. L'ennemi ne vaincra pas. Cette guerre rentrera d'où elle vient. Cédric Moudiantou, l'on connaît quand même votre force en communication. Vous savez faire la lecture des faits, des événements, des discours, des mots, etc. Comment jugez-vous ce que nous avons vu en vidéo en Tanzanie, un Paul Kagame qui ne se sent pas chargé moralement, qui vient en retard à une rencontre de haut niveau de ce genre, l'hôte même de l'organisation dans la salle, Kagame vient après, il marche très à l'aise, il salue les gens comme les membres de sa famille, comme ses potes. Un Kagame qui apparemment ne se reproche de rien, et même sa salutation avec la première ministre Judith Souminois, ça fait parler aussi certains. Cette attitude, vous avez une analyse à faire là-dessus? Non, je ne voudrais pas analyser l'attitude des Kagame, méprisante ou quoi, ce n'est pas mon problème. Je voudrais ici juste saluer la clairvoyance, la sagesse du président de la République, Félix Tshisekedi, qui franchement ne s'était pas présenté. C'est ça l'événement. Le reste, c'est un non-événement. Très bien, c'est une question qu'on allait poser puisque vous y avez déjà répondu. Nous chutons avec cette question qui concerne la réduction du train de vie des institutions de la République pour notamment soutenir les FARDC. Certaines langues ont raconté que soutenir une armée, ce n'est pas une démarche loyale. Car le gouvernement est censé tout mettre en place pour nourrir suffisamment ses ambitions par rapport à la sécurisation de son territoire, notamment en s'occupant des militaires. Est-ce qu'il faut réduire les trains de vie des institutions pour renforcer l'armée congolaise? Évidemment, c'est bien clair. Sur le plan de la symbolique, ça sous-tend effectivement un soutien de la population, puisque lorsqu'on parle des institutions, nous avons même vu certaines mesures allant jusqu'à interdire, à restreindre l'espace administratif, dans le sens que les mécanisations doivent être retardées et tout ça. C'est un soutien général. Mais ici, on parle de la réduction du train de vie des institutions. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'ordonnancer les besoins. On crée un ordonnancement de besoins tout en priorisant. La guerre, c'est l'argent. La guerre est économique.
Donc, le chef de l'État a priorisé à travers un ordonnancement la guerre. Les recettes du pays doivent être orientées. Même quand les gens disent « Babeti, Massasti », tout ça, une balle, aucune balle n'est gratuite. Maintenant, imaginez combien de balles chaque jour crépitent de ce côté-là. Ça s'achète avec l'argent. Donc, désormais, nous devons orienter, nous devons multiplier nos capacités. Nous devons renfermir notre armée sur le plan financier. Ce qui fait qu'il faut autant de sacrifices de tout le monde, aussi bien des institutionnels que de la population. Il ne s'agit pas d'une sorte comme les autres le croiraient, les institutions ou bien même le président de la République aurait pris une mesure qui, encore une fois, rabaisse les niveaux de la population. Non, tout le monde doit apporter un soutien. J'ai vu les politiciens par moment, il a les moyens, c'est vrai, pour aller poser sa candidature en tant que président, mais il demande à chaque peuple congolais de cotiser 1 franc. Ce n'est pas puisqu'il manque l'argent de postuler, mais c'est une symbolique. C'est pour montrer qu'il a l'adhésion, il a l'adhésion populaire, il a le soutien de la population. C'est que notre population fait aujourd'hui, les cotisations qui se font par-ci, par-là. Ce n'est pas puisque l'État manque l'argent à donner par rapport au soutien qu'il faut à l'armée. C'est pour montrer la communion. Tout le monde est mobilisé pour une cause. Nous voulons mourir pour notre pays. Tout le monde ne prendra pas les armes. Mais le fait que le plus démuni d'entre les Congolais sort, c'est 1 franc, tout ce qu'il a. Pour que son armée puisse gagner, c'est une symbolique et ça a un impact positif dans le travail militaire qui s'est fait sur le terrain. Donc la réduction du train de vie, c'est une décision objective et rationnelle. Seulement, ce qu'on peut compléter dans cela, c'est qu'elle doit aller au-delà de ce que le chef de l'État a envisagé. Parce que je me dis, le train de vie ne doit pas être seulement un sacrifice à une certaine proportion par rapport aux avantages des institutionnels. Mais peut-être, pourquoi pas, ça consacrerait immédiatement un remaniement pour qu'on réduise évidemment aussi l'effectif du gouvernement qui paraît être pléthorique par rapport à cette circonstance. Bien, comme mot de la fin, quelle attitude la population en général doit observer par rapport à ces conflits qui règnent dans la partie est de notre pays et vis-à-vis certainement du gouvernement qui, selon vous, est en train de tout faire pour trouver une solution idoine, je dirais son éternel, par rapport à cette situation? La sérénité. Nous appelons la population à la sérénité. Et c'est vrai que nous sommes agressés, mais c'est aussi vrai que nous sommes chez nous. En tant que chrétiens, puisque nous sommes un pays, c'est vrai, laïque, mais avec une forte domination des chrétiens, il faudrait bien sûr que nous sachions que notre Dieu s'appelle le Dieu des armées. Ça va directement au pasteur qui, à la place d'engager la population à cette guerre, il amène des cultes œcuméniques. N'oubliez pas que nous sommes un peuple de Dieu et ces dieux-là à un peuple qu'il a connu d'avance, il s'appelle peuple d'Israël. Ils sont prédisposés à faire usage même d'armes chimiques s'agissant de défendre leur territoire. Lorsque Israël se bat avec l'arme nucléaire, mais le Congo veut se protéger avec le Dieu d'Israël, nous ne comprenons plus cette confusion. Voilà pourquoi nous appelons aussi bien le pasteur, les politiciens, les militaires, la classe politique, les parents dans la maison, d'enseigner les enfants, de mobiliser la jeunesse à s'engager à cette guerre. Elle est déclarée, elle est déclenchée. Nous ne pouvons pas mâcher le monde, nous sommes en guerre. Il faudrait que nous adoptions l'attitude de la guerre. Au président de la République, nous lui demandons de ne pas céder à toute tentative, même menace, d'où qu'elle vienne, pour se plier à cette volonté qui nous est imposée de l'Occident de pouvoir dialoguer avec nos ennemis. Ça sera un mépris. Et nous ne voulons pas de ce mépris puisqu'il s'agit de notre pays. Une paix factice venant d'un semblant de dialogue ne pourra qu'être fragile et sujette à des chantages. Voilà pourquoi le peuple congolais totalement mobilisé se dresse comme un seul homme derrière vous. Cher président de la République, vous émanez de nous, vous n'émanez d'aucune volonté des puissances internationales. Vous êtes le tout premier président congolais émanant de la volonté de son peuple. Voilà pourquoi vous bénéficiez et bénéficierez toujours de son soutien. Ne posez jamais un geste de négocier. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. D'ailleurs, vous êtes un combattant. Vous avez fait preuve d'un combat. Nous avons gagné quand personne ne croyait. Lorsque l'un avait dit qu'il allait mourir d'une balle dans la tête, c'est le peuple qui avait gagné. Le peuple gagnera une fois de plus puisque nous sommes soudés et mobilisés. Nous sommes chez nous, nous gagnerons. Que dire d'autre? Cédric Moudiantou, acteur politique, analyste des politiques publiques, a déjà tout dit. C'était à lui de répondre à nos questions et il a répondu. Je pense qu'il a convaincu. Tout celui qui pense que Moudiantou n'a pas dit vrai n'a qu'à nous contacter à travers ce numéro qui affiche au bas de l'écran pour soit le contredire, soit
affirmer davantage ses dires. Quant à nous, nous prenons congé ici avec vous. L'heure du Congo, c'est encore prochainement. Bye bye.